Donc, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre. Est-ce que vous avez des préoccupations? Oui, non? Pour le moment, Pour le moment, pas de préoccupation. Ok. On s'était arrêté à quel niveau? On avait commencé le processus de négociation, n'est-ce pas? oui, c'est dans la page 14. Oui, 14, oui. Après 14, c'est le début des choses, comment on dit, l'accueil. Oui, l'accueil. On dit développement des portefeuilles clients. C'est ça. C'est bon? Avant d'y arriver, on va réviser rapidement le processus de la négociation à travers ces différentes étapes. On va faire un rappel. C'est ça, non? Encore une fois, préparer les outils d'aide à la vente. Préparation. Et on a dit que la première étape de la négociation était la prise de Contact. contact. On a vu l'objectif de la prise de contact. On a dit qu'il s'agit de faire quoi? De créer un climat de confiance, de créer un climat favorable à la vente et de se positionner comme une personne sympathique. Et comme technique de prise de contact, on a rappelé la loi des 4 fois 20, c'est-à-dire les 20 premières secondes. Et on dit qu'à ce niveau, le client se fait une première idée du vendeur. C'est vice-versa. Deuxième, les 20 premiers gestes, démarche assurée, poignée de main, donc le premier contact physique. Après, on a les 20 premiers mots. Quelle est la phrase d'accroche que vous allez utiliser, le ton que vous adoptez et le débit verbal, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous prononcez les mots. Est-ce que vous parlez très rapidement? Oui. Est-ce que vous parlez très rapidement? Est-ce que vous parlez lentement? Merci, bonsoir. Et on a les 20 premiers centimètres du visage. Le regard franc et sourire détendu. C'est-à-dire, quelle est l'expression qu'on peut ressentir de notre visage? Je vous ai dit ici que dans la communication, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. Le langage non verbal, il fait très rapport à l'expression de notre corps. Quand tu parles à quelqu'un, la manière dont il fronce le visage, et tu as une idée de ce qu'il pense des informations que vous lui donnez. Et après les techniques, on a eu quelques conseils. Et au niveau de la prise de contact, on a dit quoi? Il faut être convaincu qu'on ne dérange pas, que l'on apporte une information intéressante. Être convaincu qu'on ne dérange pas, ça veut dire quoi? Quel est le moment de la visite? Donc quand ça arrive à un moment où l'individu n'est pas disponible, quelle que soit sa bonne volonté, il ne peut pas vous recevoir, donc vous dérangez. Ou bien même quand il vous reçoit, vous sentez qu'il est pressé, il est vite terminer avec vous. Donc il faut être aussi sûr que vous apportez une information intéressante. Ça veut dire quoi? Que c'est une solution que vous apportez. Vous allez déranger quelqu'un, il arrête tout son boulot, et ce que vous lui dites n'est pas intéressant, vous voyez que ça ne fait pas sérieux. Évitez les pièges tendus par le prospect. C'est-à-dire souvent on essaie de vous tendre des pièges, de vérifier un peu votre niveau, essayer de voir un peu est-ce que vous maîtrisez vos produits. On essaie souvent de vous comparer aux clients où il y a des situations. Il faut garder son calme et savoir gérer ces choses. Être curieux en observant le bureau du prospect directement, car les éléments observables peuvent être utiles pour la suite de la discussion.
Ça veut dire quoi? Que vous, quand vous entrez, on n'a pas dit de regarder partout. On regarde de façon subtile ce qui entoure le client. Donc les éléments qu'il possède peuvent vous donner des informations sur sa personnalité, sur ses préférences, sur ses choix. Je vois que vous êtes, je vois que vous êtes bien habillé. Tout ce que vous avez est de grande valeur. Donc je pense que ce qu'il vous faut, c'est un téléphone dernier cri. C'est un peu ça, pour dire que tu as compris qui il est et tu apportes quelque chose de plus qui va le valoriser. Après la prise de contact, on a la découverte du client. Objectif. Donc le titre de la découverte du client, c'est de découvrir les besoins et les motivations d'achat. Montrer au client que l'on a compris ses besoins, mieux connaître sa personnalité. Donc, on ne vient pas y présenter le produit directement. On vient échanger d'abord avec le client pour cerner sa personnalité et découvrir ce dont il a besoin. C'est bon? Et c'est après qu'on va maintenant lui proposer le produit et non un produit. C'est bon? Quand vous êtes à la maison, que vous voulez faire une commission, quand tu dis donne-moi un verre, vous voyez un peu, la personne qui choisit le verre qu'il veut vous donner. Mais quand il y a un verre particulier, tu dis donne-moi le verre, il sait de quoi vous parlez. Vous voyez un peu. Donc c'est par une négociation. Quand vous allez face aux besoins du client, vous avez plusieurs solutions. Mais vous ne lui apportez pas une solution, vous lui apportez sa solution. La solution. Comme je l'ai dit la dernière fois, on peut avoir les mêmes besoins, mais ne pas les satisfaire avec les mêmes produits. Hein? Donc, quel est le produit adapté à tel ou tel client? C'est bon? Après, après l'objectif de la découverte, on a le plan de découverte qui consiste à chercher à savoir qui est le client, vous voyez, le genre, le milieu social, la situation familiale. Ça, on appelle ça le profil du client. Qui est le client? Ça permet de définir son profil. Le profil, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent de reconnaître un client potentiel au sein d'une population donnée. La preuve, quand vous sortez, que vous croisez des messieurs qui vendent des jupes, des mèches, ils ne vous disent rien. Pourquoi? Pas parce que vous n'avez pas de l'argent, mais selon le profil du consommateur qu'ils ont défini, vous n'en faites pas partie. C'est bon? Donc, quel produit ils recherchent et pour quelle utilisation? Donc, quel est le produit qu'ils cherchent et pourquoi ils cherchent ce produit? Quels sont les mobiles d'achat, les raisons à acheter ce produit, par exemple? Donc, le mobile d'achat même peut m'amener à choisir des produits différents. C'est bientôt la fête, je vais au marché, je dis bon ok, bon, je ne mets pas une chemise, vous voyez un peu, je ne mets pas une chemise modeste, mais je dis bon ok, je vais profiter pour une chemise pour mon père ou pour mon beau-père, tu ne vas pas prendre n'importe quelle chemise. Donc on dit en fonction du degré de considération que tu as pour une personne, tu choisis aussi le produit. Tu dis non, je vais offrir une chemise à mon patron, et puis c'est une chemise banale qui t'aura venu donner. Donc tu ne vas pas accepter. Donc, quel est le mobile d'achat? Après le mobile d'achat, regardez, on a développé ici en bas que le mobile d'achat peut être défini par la grille sans casse. Vous voyez? Sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. La sécurité se réfère à quoi? Le client attend des garanties, une fiabilité du produit. Il va être sûr que le produit va tenir ses promesses. L'orgueil, le client est attentif aux marques, au prestige, tout ce qui peut lui permettre de se distinguer, de se démarquer. Consommation ostentatoire. C'est bon? Après, on a la nouveauté.
Donc, ce sont les clients qui sont portés sur les produits innovants, sur les derniers cris. Il a un téléphone, son téléphone est bon, mais quand une nouvelle sortie, il préfère aller vendre, troquer pour avoir la dernière sortie, parce que lui, il veut être distingué. Et puis, on a le confort. Le client est sensible à l'aspect pratique et simple d'utilisation. Il ne veut pas que l'utilisation soit compliquée, qu'il soit confronté à des difficultés. Comment on allume, comment on fait ça, comment on fait ceci, comment on... Non, il veut que le produit soit pratique, facile à utiliser par lui. C'est bon. Argent, le client souhaite faire une bonne affaire. Quand on dit que le client souhaite faire une bonne affaire, nous sommes dans le rapport qualité-prix. Parce que pour la quantité d'argent que je débourse, le produit qui est là m'offre une valeur égale. Donc c'est ce rapport qualité-prix. Comme je l'ai dit la dernière fois, tu vas au marché pour acheter une paire de souliers. Tu vois une paire de souliers, on te dit qu'elle fait 5 000. Vous voyez un peu? Tu as 30 000 en poche. Et tu vois une autre paire, on te dit 50 000. Tu demandes pardon pour la chaussure de 50 000. Quand tu la donnes à 30 000, pendant qu'il y a une chaussure que tu peux prendre à 5 000. Pas que tu n'as pas d'argent, mais ce n'est pas celui que tu veux. Mais celui que tu veux, quel est le rapport qualité-prix? On veut tirer le maximum de profit de ce rapport. Et regardez souvent, tu vas payer un produit, tu es content, tu penses que tu as une bonne affaire. Pas que le produit est mauvais, mais un de tes amis m'a dit, mais tu as payé à combien? Ce téléphone-là à 100 000. Non, mais moi je connais comment on le vend à 80 000. J'ai payé pour moi à 70 000. Du coup, tu es découragé. Pas que le téléphone n'est pas bon, mais tu vois que dans le rapport qualité-prix, tu as perdu 30 000. On veut toujours faire la bonne affaire, c'est pourquoi on négocie. Les vendeurs aussi savent. Ils savent qu'on va négocier. Donc, pour un produit qui veut vendre 30 000, il va te dire 35 000. On négocie, on vient à 30 000. Parce que quand il va dire 30 000, tu vas dire diminuer, on ne peut pas diminuer, tu t'en vas. Parce que tu te dis, c'est pas possible. Tu vas aller ailleurs, on va te dire 40 000, tu vas te dire à 35 000, tu vas prendre. Tu as senti que tu as gagné dans la négociation. Mais avec l'autre, je n'ai rien gagné. Or, dans l'achat, ça veut dire que tu vas faire une bonne affaire. Lui dit 30 000, non négociable. Tu vas ailleurs, on te dit 40 000. On négocie jusqu'à 32 000, 35 000. Tu prends. Parce que psychologiquement, tu dis que l'autre a diminué, donc tu as gagné la différence. Ça, ce sont les variables psychologiques de la vente. Vous voyez qu'ailleurs, on dit on ne discute pas les prix. Bon, certaines catégories de clients qui commencent à s'habituer. On va voir quand on va dans les supermarchés, bon, les prix sont là, on ne discute pas, mais il y a des supermarchés où on discute. Parce qu'ils savent que ceux-là, ils veulent discuter. Et tant qu'ils ne discutent pas, ils ne prennent pas. Il y a des gens, non. C'est comme, on ne peut pas terminer, non, c'est le prix, ça va, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et souvent, ils te disent, mais comment est-ce que toi, tu peux vendre ça sans diminuer le prix? Ça, c'est comme ça qu'on conçoit la négociation. Chez nous, c'est la négociation, il faut échanger, il faut discuter. Mais il s'est dit que quand il dit on ne discute pas, ça veut dire que tu n'es même pas content de le recevoir chez toi. Tu n'as pas envie de lui parler. Il y a des biens dont les prix sont déjà discutés. C'est ce que je dis. Le prix est fixé. Qui le fixe? C'est le vendeur. N'est-ce pas? Mais le client, le vendeur doit s'adapter à la psychologie du client. Ils disent que nous, on ne peut pas payer sans discuter. D'ailleurs, par exemple, sur Jumia, qu'est-ce qu'ils font? Mais en réalité, ce n'est pas des remises, c'est cette négociation. Donc, comme ils ne sont pas là, voilà, on fixe le prix. On dit non, 100 000. Réduction de 20%. On bat 100 000, 80 000. Peut-être que tu n'as pas eu besoin de diminuer. On a diminué le prix normal, c'est 100 000. Mais peut-être que le prix normal, même, c'est 70 000. Mais même 100 000, il bat, il met 80 000. Mais toi, tu vois, oui, bon, il a diminué le prix, je prends. Ou bien souvent, quand tu fouilles, tu vas voir le même produit. Quelque part, on met 15 000. Quelque part, on dit 12 000. Quelque part, on dit 10 000. Quelque part, on dit 20 000. Pour le même produit. Pour dire qu'on peut discuter, mais pour faire le meilleur prix, il faut aussi faire le tour. Il ne faut pas aller directement. Donc toi, tu vas vouloir fouiller, bon, je veux voir encore, s'il n'y en a pas moins. Mais en fouillant, tu visites la page, tu vois les autres produits. Comprends un peu, hein?
En cherchant le prix le plus bas, tu fouilles. Donc c'est une communication, c'est une publicité qu'ils sont en train de faire. En fouillant, tu vas tomber sur d'autres produits, tu vas voir d'autres produits. Et je me dis, ah oui, la dernière fois, quand j'étais sur Jumia, il faut aller sur Jumia, je pense qu'ils en ont. Tu vois un peu donc. En retour, ils ne perdent pas. Sinon, au début, ils ne faisaient pas ça, mais ils ont compris que nous sommes sur un marché où les gens veulent discuter les prix. Excusez-moi. Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Donc, les entreprises vont s'adapter à la psychologie de leur marché et maintenant élaborer leur stratégie. Sinon, c'est un adaptement. Bon, eux, ils s'en foutent, hein, c'est toi qui paies. Moi, je le concurrent. C'est bon? Pas de questions? Donc, on voit que la grille son cas est un outil pour pouvoir découvrir les mobiles d'achat. Et après ça, on a maintenant les techniques. Les techniques de découverte du client. Au niveau des techniques de découverte du client, nous avons l'écoute active du client. L'écoute active, c'est quoi? C'est de poser des questions ouvertes au client, l'amener à parler beaucoup, en écoutant, en faisant attention à tout ce qu'il dit, y compris ses gestes. On dit être attentif au vocabulaire du client, être attentif à son ton. Vous voyez un peu? 2. L'observation. Le vendeur regarde la gesture du client. Quels sont les gestes qu'il fait? Tout ça, ça a des significations. Le questionnement. Donc, le questionnement, c'est la série de questions que nous allons poser au client pour l'amener à parler davantage. Nous allons parler de questions de contrôle. Si je comprends bien, voici ce que vous voulez dire. C'est bon? Vous l'amener à clarifier sa pensée. Et en 4, nous avons le plan de stratégie de questionnement. Question générale sur le prospect, son activité, son entreprise. Question plus précise dans le domaine présenté dans le sujet. Donc, vous voyez qu'on a une série de questions. Questionnement. Donc, ici, on a d'abord les questions. Je mets un tiret. Ce sont les questions plus précises. Après, on a les questions précises. Et puis après, on demande de faire la synthèse de l'ensemble des questions. C'est bon? Donc c'est tout ça qui nous permet de mieux comprendre les besoins et les exigences. Après, on nous demande de faire quoi? Après, nous avons des conseils. Tous ces éléments, ils sont mis en pratique par un vendeur ou un commercial. Normalement, vous devez les mettre en pratique. Vous devez les mettre en pratique. Mais ce n'est pas dit que lors d'une négociation, forcément, tout ça, on vous les donne. Il y a des marchés qui ont besoin de tel ou tel élément. Les marchés, non. Il y a des situations aussi. Donc, quand tu vas vers le client, tu lui poses des questions pour mieux comprendre ses préoccupations. Qu'est-ce qu'il veut comme produit? Connaître aussi sa personnalité. Mais souvent, tu arrives, le client, il attendait le produit. Et tu vas dire, non, attends, on va commencer au début. Non. Vous voyez un peu. Tu arrives et dis, oh, tiens, mais qu'est-ce que vous avez là? Attendez voir, attendez que je vois ce que. Mais ça, c'est un bon téléphone. Il a avancé.
Tu n'as pas dit non, est-ce que vous utilisez le téléphone? Quel type de téléphone tu veux? Hein? Ça c'est un bon téléphone, donc tu lui donnes la main et puis tu commences à faire ressortir les caractéristiques du premier téléphone. Hein? C'est la raison pour laquelle je suis en train. Je savais que ce téléphone allait vous intéresser. Voilà ce que vous allez gagner en utilisant ainsi de suite. Donc on avance. Là, on n'est même plus dans la découverte. Hein? Donc, dans la présentation du produit et du prix en même temps. Donc tout dépend de la situation. C'est bon? Et maintenant, les conseils d'usage, ne pas hésiter à préparer des questions importantes. Donc, vous-même, en tant que vendeur, avant d'aller en négociation, vous vous dites quoi? Je pense qu'il peut me poser telle ou telle question. Réfléchissez d'abord aux réponses possibles, sinon préparez-les. S'il ne les pose pas, tant mieux, mais s'il les pose, c'est pas maintenant que tu vas chercher la solution. Voyez un peu. Vous vendez par exemple un téléphone. Et d'habitude, les téléphones sont lourds. On entend qu'il y a un téléphone qui est très léger. Vous voyez un peu? Le téléphone est très léger. Donc, il y en a par exemple, quand ils prennent des appareils, comme l'appareil est léger, ils se disent que c'est pas bon. Parce qu'au début, tout était lourd, avec du métal à l'intérieur. Mais maintenant, on a tendance à les rendre légers. On met plus de métal, on met soit du plastique, soit ça peut être la fibre de carbone. Il y a un métal qui est léger mais solide, ça peut être en aluminium. Donc quand il prend le téléphone, il peut peser, il peut dire le téléphone, de toute façon il est léger là. Ouais, un peu. Donc parce que c'est une différence notable entre ce téléphone et les autres. Donc tu penses déjà. Les clients disent pourquoi est-ce que le téléphone est léger? Il est léger parce que d'abord, il y a des composantes qui étaient métalliques qu'on a remplacées par la fibre de carbone, qui est une matière très très légère mais très très solide. Ça va éviter aussi qu'en contact de l'eau, l'appareil rouille. Vous voyez un peu? Donc on voit déjà un avantage. Comme on a tendance aussi à le mettre en poche, et maintenant on a au minimum 2-3 téléphones. Donc un téléphone qui fait environ 200 grammes, 3 ça fait 600 grammes, c'est pratiquement environ 1 kilo que vous portez. Mais quand il est léger, vous le portez sans être épuisé. Vous voyez un peu? C'est un peu ça. Donc c'est des solutions. Et puis aussi, bon, l'appareil quand il est lourd, quand il tombe, plus il est lourd, plus il va en vitesse. L'énergie cinétique est élevée. Or quand il est léger, il tombe sans trop être endommagé. Donc déjà tu penses à des réponses. Donc s'il ne pose pas des questions, si tu penses que ces éléments peuvent être utilisés comme des arguments pour vendre, tu les utilises. Parce que toi, quand tu poses à quelqu'un qui n'a pas de réponse, tu vas te réfléchir. Toi, tu es le vendeur, tu n'es pas le technicien. Ce que tu dis lui aussi, frère. Je ne parle pas au technicien, mais c'est pareil, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ceux-là, ils sont légers? Il va t'expliquer. Donc quand lui dit, c'est ce que toi tu retiens. Parce qu'il dit non, c'est en fibre de carbone. Il paye un jour son ouvrier, on voit que c'est du métal. Tu aurais menti. Prochainement, quand tu vas parler, est-ce qu'il va te faire confiance? Donc vous voyez, généralement pour les produits hautement techniques, on ne parle pas de commerciaux, mais on parle de technico-commerciaux. Quand ça fait un croisement entre le volet commercial et le volet technique. Si je vends une voiture, si c'est un commercial d'une société de vente de voitures, je suis forcément obligé d'être un technicien aussi. Pas un technicien qui répare, mais qui comprend le fonctionnement, qui peut expliquer. Et il y a des entreprises qui font quoi? Qui forment les techniciens à défaut des technico-commerciaux. J'ai un frère qui est mécanicien à CFAO, qui est chef d'atelier, et on lui faisait faire des formations de vente, formations en marketing. Donc il a déjà la formation au volet technique, donc on a juste maintenant le volet commercial. De toute façon, je dis, le mécanicien, quand il devient vendeur, il vend mieux, il maîtrise plus. Mais quand tu prends un commercial pour le former, tu ne peux pas bien le former à tous les aspects techniques. Mais le technicien, lui, peut même démonter sans endommager. Vous voyez un peu. Quand il va en visite, le client a un petit souci, il peut régler. Et c'est un mécanicien. Le client appelle, bon, il s'en va bien, il fait des contrôles. Bon, quand de façon que je vois la qualité de votre huile, vous devez venir faire des vidanges, sinon c'est pas bon, mais le commercial ne maîtrise pas forcément ça. Donc,
il trouve que convertir un technicien en technico-commercial, il est plus efficace que convertir un commercial en technico-commercial. C'est bon? Non, c'est pourquoi je dis généralement aux gens, aux hommes de marketing qu'il faut faire attention. Le marketing, ça devient banal au fait. Pas que c'est une affaire banale, ça devient banal parce que tout est là pour nous initier au marketing. Même si je ne fais pas des formations en marketing, le fait d'observer les clients, comprendre leur comportement et m'adapter, le fait de regarder les concurrents et faire comme ils font, c'est du marketing que je fais. Peut-être que je ne connais pas le nom des actions, mais comme je le dis, regardez un peu nos moments, même au village. Même au village. La vieille qui se réveille le matin pour faire la galette pour les enfants qui vont à l'école. Elle sait qu'il y a une heure où il faut être là pour pouvoir vendre. Oui. 6h, 6h30, il passe pour aller à l'école. À 7h, il commence. Donc elle vient très tôt. Elle commence. Elle sait qu'ils vont venir en même temps. Ils ne vont pas attendre. Donc elle fait une grande quantité qu'elle va stocker. Ça, c'est le stockage. Elle fait, elle garde. Avant qu'il n'arrive, elle anticipe. Elle grille, elle garde. Donc quand ils viennent beaucoup, elle commence à servir. Donc ça sont des actions de marketing. Elle est là pour lui, convenir au meilleur endroit et au meilleur moment. Mais elle pouvait faire des galettes à la maison et puis venir s'asseoir à 8h, mais les heures sont déjà passées. Donc vous voyez qu'elle vient très tôt. Elle fait, quand les enfants sont en classe, elle va finir, elle s'en va. Si elle fait à midi, à midi moins, elle court encore, elle vient. Elle voit. Donc tout ça c'est du marketing. Peut-être qu'elle ne peut pas donner de nom aux actions qu'elle est en train de mener. C'est du marketing qu'elle fait. Regardez au marché. Nos mamans, quand il y a les tomates, les tas sont là. 4 tomates à 200. Quand tu prends un tas, tu t'en vas. Mais quand elle prend 2 tas, 3 tas, 4 tas, déjà, elle ajoute une ou deux tomates. Elle sait qu'il faut encourager à payer beaucoup. Tout ça, ça mène à fidéliser. C'est des choses qu'elles font depuis qu'on est enfant, depuis qu'on n'a pas fait de marketing, mais ce sont des pratiques marketing. Donc, ça fait que le marketing devient banal en ce sens que tout le monde le fait. Maintenant, quelle est la différence que moi j'apporte? Aujourd'hui, personne ne va imposer son produit au client. Tout le monde sait qu'il faut présenter plusieurs et puis le client choisit. Regardez quand vous allez sur les pages Facebook des jeunes boutiques. Si tout le monde, quand vous regardez un peu les produits vendus aux femmes, ils ne se contentent pas de dire je vends tel produit, je vends tel produit. Ils essaient de voir un peu, si par exemple c'est des produits cosmétiques, quels sont les problèmes de peau que ces femmes peuvent rencontrer. Vous voyez un peu? Donc, il énonce le problème et puis il apporte une solution. Donc les femmes viennent sur sa page à cause de ses conseils. Vous voyez un peu? Et après ou pendant les conseils, on présente des produits qui peuvent les intéresser, qu'elles peuvent recommander. Donc il y a un appât. Sinon, on ne va pas les gens comme ils voient des robes, ils veulent essayer des nouveautés, non. C'est pourquoi vous voyez, on parle de plus en plus d'influenceurs, parce que ces personnes disent des choses qui peuvent intéresser une catégorie de personnes. Donc ils viennent chaque fois écouter et voir la suite. Regardez un peu les films. Quand c'est des feuilletons, disons des séries, c'est quand on fait jusqu'à quand on arrive à un point, on coupe. Puis demain. Donc là on s'est arrêté. Là. Tu es curieux de voir la suite. Donc demain, tu ne veux même pas venir en retard. Donc demain, tu as un rendez-vous. Donc tu vois la suite et puis, arrivé à un moment où on coupe. Donc ça t'amène chaque fois à venir voir quelle est la suite, quelle est la suite, quelle est la suite. Donc pour t'attirer, c'est un peu ça. Donc, tout le monde est dans le marketing, sans le vouloir et sans le savoir. On dit ce que je voulais demander. Oui. Si tu achètes un produit, sur les téléphones comme ça, je l'achète. Oui. Puis après avoir utilisé, Oui. l'acheteur vient de vendre qui ça ne lui convient plus, qui veut. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un téléphone. Oui, un produit. Tu as utilisé. Oui, quelques jours après, il dit non, ça ne convient plus, qu'il n'est pas arrivé sur le marché. Quelques jours après. Oui.
Il dit il ne veut pas, il veut son argent. Mais la question qu'elle veut te poser, toi, si toi tu es à sa place, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce qu'il est à toi du vendeur. Ça va beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires et puis souvent même c'est le tourneur qui s'en va, tu peux perdre la clientèle. Donc dans ces cas, toi tu aventures là. Oui. Comment on fait pour pouvoir maintenir ce dernier ou bien rejeter son argent? C'est-à-dire, tu as vu que j'ai posé une question, tu as dit pourquoi il ne veut pas? Parce que s'il est venu acheter, c'est parce qu'il avait besoin du produit. Voilà. Puis il est venu payer. Ça ne convient plus. Donc tu ne peux pas aller utiliser et puis revenir dire que ça ne me convient plus. Je suis allé utiliser, j'ai vu un défaut là-dessus. C'est pourquoi souvent on donne des garanties en fonction des produits. Quand c'est des appareils, je vois il y a un ordinateur comme ça et puis l'apprécier. Quand le vendeur lui-même n'allume pas, on dit bon, vous avez garanti 3 mois, 6 mois. Donc pendant ce temps, en utilisant, il y a des défauts que je peux voir. Je vais voir le vendeur. Bon, maintenant, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Quand tu es sous garantie, on dit bon, vous gardez, on enregistre, peut-être dans 2 ou 3 jours. Et c'est une réparation qu'il va faire. Parce que généralement, c'est l'erreur que tu vas faire, c'est de dire au client, assieds-toi. Moi, je vais pas payer un ordinateur à 300 000. Et puis, au bout d'un mois, tu vas venir l'ouvrir, réparer. Tu vois que je ne peux pas accepter. Mais quand il ne sait pas comment il est réparé, peut-être vous avez ouvert, mais quand c'est réparé, non, bon, c'était un petit problème de surprogrammation. On a reprogrammé, c'est fini, après ça va. Tu comprends, non? C'est un peu ça. Mais maintenant, s'il dit, bon, vraiment, j'en avais besoin, j'ai payé, mais j'ai payé, je n'avais pas informé. Mon frère, lui aussi, il en a payé. Et puis, il vient. Là, maintenant, il vient pour négocier. Tu vois, là, il vient pour négocier. Il ne peut pas venir dire non, j'avais payé, je ne veux plus. Non, ça, c'est pas possible. Tu comprends un peu? Là, maintenant, il vient pour négocier. Ah, j'avais payé ce produit avec vous. Mais sincèrement, quand je suis parti, j'ai trouvé que ma femme aussi en a pris. Donc, du coup, on se retrouve avec 2 produits. Donc, est-ce que tu ne peux pas m'arranger? Non. Si tu dis les vendeurs, te disent pas. Comment le faire? Mais bon, c'est ce qui est passé. Non, lui, il peut proposer, mais. La plupart du temps, il y a des vendeurs qui font l'appareil plus haut. Non. Pour restituer son argent. Non, tu sais, le problème est que quand l'argent rentre là, difficilement les vendeurs acceptent de faire ressortir. Il y en a qui disent que quand l'argent rentre, que tu fais ressortir là, ça fait que tous tes clients vont se comporter comme ça. Ça apporte malheur. Donc, il y en a qui raisonnent comme ça. Donc, ce qui va se passer, il va essayer de te convaincre. Vraiment, dans ce qu'on va faire, je vais trouver un client si on vend. On va vendre et puis on va te faire un retour. Bon, moi je pense que toi tu n'as pas de choix. S'il y avait un vice de forme dessus, mais il n'est pas endommagé. C'est toi qui dis je ne veux plus. Bon. Or, s'il y avait un problème, il n'est pas obligé. Mais il n'y a pas de problème. Ou bien la rigueur, ce qu'il peut faire peut-être, c'est de prendre un prix réduit. Tu vois, si tu es payé à 100 000. Bon. Généralement, le gars, lui, il ne va pas te faire cette proposition. C'est à toi de lui dire, on doit s'arranger. Donc quand tu dis on doit s'arranger, lui, il t'écoute. Qu'est-ce que toi, tu entends par arrangement? Donc si toi dis, bon, comme j'ai payé à tel prix, bon, donne-moi tel prix. Donc lui, il observe aussi. C'est possible de prendre un autre produit. Oui, c'est possible. Bon, c'est ce que je dis, ça dépend du vendeur. Il y a des reçus sur lesquels on vous dit que il n'y a pas de possibilité de reprise ni d'échange de produits. Ils sont carrés. Mais souvent, quand c'est le promoteur même qui est là, il essaie d'arranger. Bon, en tout cas, on veut s'arranger, trouver une solution, mais enlever l'argent pour donner puis prendre là. On ne dit pas jamais, mais la proposition est très faible. Il va essayer toujours de te convaincre. Et la concession qu'il peut faire, soit échanger, soit garder, vendre, et puis il reste une partie de ton argent. Mais il ne faut pas t'attendre la totalité. Parce que toi, quand tu es parti, tu as déjà ouvert, bon, quelqu'un est venu, il ne peut pas prendre le même prix. Ça, c'est dans le cas du téléphone. Mais dans le cas de l'assurance, L'assurance, explique-moi un peu. Quel type d'assurance? Si tu souscris un produit, Oui. ensuite tu as payé le produit. Oui. Il a souscrit à un produit. Oui.
Et après, il revient. Quel produit par exemple? Bon, il peut dire qu'il a souscrit une assurance études. Assurance études pour son enfant. C'est un produit. Voilà. Qui dure combien d'années? Il peut dire, bon, sur 5 ans. Sur 5 ans. Et puis, on fait un contrat, c'est ça? Oui. Et puis après, il vient dire, non, après, combien d'années après? Donc, ça ne fait même pas 2 ans que je dis donc, puis. Bon, pour ce que. Oui, bon, pour la petite expérience que j'ai avec le contrat d'assurance, généralement dans les contrats d'assurance, ils prévoient les clauses de résiliation du contrat. Si cette tension arrive au bout de 7 ans, le contrat on résilie, l'assurance te paye ce qu'elle a dépayé. Souvent, on te dit que, je prends un exemple, si on voit la base de ce que tu as proposé, sur les 7 ans. On peut par exemple mettre dans le contrat que vous devez cotiser au minimum 3 ans pour prétendre résilier. Donc, quand vous voulez résilier à la 3e année, voilà la partie, on ne vous rembourse pas 100%. Pendant la 3e année, par exemple, on vous rembourse 30%, ou bien 25%. À la 5e année, il y a des paliers comme ça, pour t'amener à cotiser jusqu'à la fin, c'est 100%. Donc là, c'est dans le contrat, tu sais. Peut-être qu'à la signature, lui, il ne va pas t'expliquer tout ça. Lui, il s'est dit, le choix, c'est d'aller jusqu'au bout. Mais quand tu viens poser, il va te dire, bon, si tu dois résilier, regarde, telle clause, tant, tu essaies de voir. Si ça te convient. On parle de rachat partiel ou de rachat total. Donc tout est là, tu essaies de voir. Ah, bon, tu n'as même pas cotisé 3 ans. Le truc du bon, si tu n'as pas fait 3 ans, on est minimum 3 ans, tu n'as pas cotisé 3 ans, on peut résilier, mais on ne te verse rien. Mais on ne te prélève plus. C'est bon? Mais à partir de la 3e année, si tu veux résilier, ce que tu as gagné, ce que tu as épargné, c'est ce qu'on te rembourse. Moins peut-être 15% ou moins 20%, il y a des trucs comme ça. Donc, les clauses sont là. C'est bon? En venant, on lui présente donc ça. Mais sur vous, vous n'avez pas ce genre de choses. Les conditions de résiliation. Si, il y en a, mais au fait, souvent, d'autres viennent, ils te disent non, c'est pas d'accord, ce qu'ils ont cotisé, c'est pas ce qu'ils leur ont donné. Au fait, il ne va pas t'expliquer. Non, tu sais, puisque c'est des contrats écrits. Donc, quand tu demandes le contrat, même si tu n'as plus son contrat, tu fais sortir une copie du contrat, tu lui montres. Parce que vous faites c'est ça. Les gens pensent que, une fois qu'on a assuré l'indemnisation automatique, or, les assurances sont des compagnies commerciales. Qui dit compagnie commerciale, dit une compagnie qui veut faire des bénéfices. Mais l'assurance, c'est quoi? Vous venez payer des primes. Souvent, la réparation est supérieure à la prime que vous avez payée. Donc, on prie Dieu pour que personne en vous n'ait un problème et l'assurance gagne la prime puisque c'est une cotisation non remboursable. Maintenant, si ceux qui ont eu des problèmes sont inférieurs à ceux qui ont cotisé, c'est un peu comme une tombola. Moi, je peux venir là, vous avez combien? 100. Ok. Bon, on met 100 francs, 100 francs. Celui qui gagne, on lui donne 1000 francs. Ça va? Donc, quand 100 personnes misent, 100 francs, ça va combien? Ça fait 10 000. C'est pas ça? Toi, tu gagnes. Moi, je te donne 100 francs. Il a dit 3 gagnants même. 3 personnes ont gagné. Il a donné 5 000. C'est ça. Moi, l'organisateur, j'ai gagné 5 000. Mais c'est parce que des gens perdent, des gens gagnent. Mais si je suis convaincu que tout le monde gagne, tout le numéro gagne. Ils en ont 100 francs, moi j'ai complété, pas complété. Donc on ne joue plus. Donc l'assurance met sur l'incertitude. Voilà. Donc les clauses sont là. Tu prends les clauses en fonction de son contrat et puis tu lis. Et voilà. Parce que souvent il lit. Parce que le commercial, souvent, ne dit pas la vérité. Mais il n'explique pas des clauses au client. Il vient au client. Il y a une assurance éducation. Ton enfant, il est en quelle classe? Il est en telle classe. Bon, au minimum, si tu as posé tel nombre d'années, quand il aura le bac, on va te donner tel montant pour tant. Bon, c'est ce côté que lui montre. Lui ne montre pas le côté, au cas où il y a une difficulté, comment on peut résilier. Parce qu'il il ne veut même pas dire résilier. Bon, maintenant le monsieur, il est coincé. Il sait qu'il a un blé quelque part. On dit non. Et puis souvent, il me dit même,
même si tu as besoin d'argent, tu peux venir prendre. Tu vois, non? Parce que c'est comme une épargne. Et l'objectif, c'est de garder jusqu'à terme pour pouvoir scolariser l'enfant pour des études supérieures. Mais c'est son argent. Ce n'est pas une cotisation perdue. Mais la cotisation est perdue dans certaines conditions. Mais il y a un minimum qu'il faut investir. Mais il ne rentre pas dans ces détails. Donc le client se dit quoi? C'est 7 ans. Même s'il a cotisé pendant 2 ans, il calcule 10 000 par mois. 12 ans, ça fait 120 000. En 3 ans, ça fait 360 000. Donc lui, dans sa tête, il s'en va au minimum, lui, il a droit à 360 000. Puis il arrive, on dit, ben, vous n'avez pas cotisé, hein, vous avez cotisé 3 ans, il faut cotiser au minimum 5 ans pour prendre au moins la moitié. Bon, comme tu veux réaliser à 3 ans, hein, on te donne par exemple 30% de ton montant cotisé. Quelqu'un ça sent 300 000. Quand tu veux dire 30% de 300 000, hein, c'est-à-dire qu'il ne va même pas avoir 100 000. Tu comprends? C'est les clauses. Quand il signait, il n'y avait pas tous les détails. Mais quand il va aller, il va dire quoi? Non, les choses assurées là, quand ils cotisent, voilà, c'est des voleurs, ils volent ton argent, ils font ceci, ils font cela. Hein? Même au niveau des voitures, quand tu fais un accident, il y a des contrats où on te dit, voilà, celui que tu dois appeler pour faire le constat. Tant que tu laisses ça en peut-être note. Dans le contrat, tu as signé. Maintenant, de 2, on te donne un délai. On dit quand tu fais un accident, c'est Abidjan ici, c'est Abidjan, c'est une grande ville. Donc au minimum 24 heures pour informer l'assureur. Toi, tu as fait l'accident. C'est 2 jours, 48 heures après. C'est-à-dire si on s'en tient même à ça déjà, tu n'en dois rien. Parce que je dis, mais en 48 heures, il y a plein d'indices qui ont été effacés. Donc on ne peut plus apprécier correctement pour voir si tu as raison ou tu as tort. Mais c'est parce que tu disais que tu as tort, tu voulais effacer des indices, que tu as attendu 48 heures, sinon on a en plein Abidjan le téléphone, tout ça. Tu peux même tirer des photos. Tu n'as pas fait tout ça. C'est que tu voulais nous cacher des choses. Tu comprends? Or, le premier ne pas respecter le contrat paye les dommages et intérêts. Donc le fait de ne pas informer dans le délai contractuel, tu n'as pas respecté le contrat. Donc il va se lever, non, assurance là, qui cotise, mais quand il doit te payer ton argent maintenant, ils prennent des arguments ici, hein, ils tournent ici pour ne pas te payer. Oh, il faut lire les clauses. Moi, ils ont voulu me faire souscrire une assurance. Mais le problème aussi est que ces informations, ils les cachent volontairement. Ils voient que c'est du papier blanc, l'écriture est des tailles très petites. Souvent, même c'est du gris sur du blanc. Même quand tu as courage de lire, tu commences vers la fin, tu laisses. C'est long. Mais il faut dire à l'assureur, non, donne-moi une copie, je vais aller lire, je vais venir. Sur 10, peut-être que c'est un qui va te donner. Parce qu'ils savent que le langage il est tellement juridique que tu ne vas pas comprendre. Et souvent même, ça peut t'effrayer. C'est un peu ça. Donc, bon, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Toi, en tant qu'assureur, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut expliquer tout au client, pas seulement le côté bénéfice, mais le côté inconvénient, pour qu'il sache ce dans quoi il s'embarque? Oui, le plus souvent, les gens regardent toujours le côté bénéfice et puis ils s'assument. Maintenant, après, ils se disent non, que ce n'est pas ce qu'ils se sont dit. Mais ils pensent qu'il faut dire les avantages et les inconvénients. Je confirme, il faut expliquer au client. Le client, s'il veut, il achète. Parce que généralement, c'est ce qui manque. C'est ce qui manque. Et puis souvent aussi, les assurances font des partenariats avec les banques. Donc c'est les banquiers qui vendent l'assurance. Souvent, il y en a même qui mentent. Ils obligent le client à souscrire le droit. Il y a des clients, après quand il vient, il dit, mais tu n'as pas assurance. Il dit, non, je n'ai pas pris l'assurance. Je me rappelle quand moi j'allais pour ouvrir un compte là. En plus des documents, ils m'ont envoyé les documents d'assurance. Donc moi je dis, et puis je vais à côté remplir les trucs. Bon, heureusement que moi j'ai fait la banque d'abord. Donc, il m'a dit, mais monsieur, vous n'avez pas rempli ça? J'ai dit, non, ça non. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, c'est lié. J'ai dit, mais lié comment? Tu vois. Il dit, non, c'est des papiers qui vont ensemble. J'ai dit, non, moi c'est des papiers d'ouverture de compte, ça c'est assurance. Après, si je vais m'assurer, il dit, non, il dit, mais attends, depuis quand est-ce qu'on oblige à s'assurer? Bon, parce que moi, maintenant on a commencé à discuter, donc
sa patronne lui a fait signe, il m'a fait partir. Il dit non, il n'y a pas. Il m'a dit, je vais ouvrir un compte. Ils m'ont donné les documents liés au compte. On m'envoie des assurances. Il dit non, après. Elle me dit que c'est obligatoire. Bon, moi, je ne sais pas si on oblige les gens à s'assurer. Bon, quand ils savent que tu sais, ils disent non, bon, ils me l'appellent, non, il faut les laisser. Hein, il faut ouvrir son compte comme ça. Bon, il y a des gens qui ne savent pas lire, qui ne savent même pas c'est quoi. Quand tu as assuré les gens qui ne savent même pas c'est quoi. Donc, tu as envoyé ici. On fait ouvrir une assurance à ce gars sans même savoir. Et généralement, souvent, quand la personne de coup, il est tellement fâché qu'il s'en va, il va aller résilier. Donc, lui, quand il va résilier, souvent, l'assureur se dit quoi? Comme il n'est pas arrivé à terme, s'il résilie, il ne gagne rien. Donc, cet argent, moi, je garde. Donc, lui, résilie. Donc, lui, dans sa tête, ce qu'il a cotisé, on doit lui donner. Il attend maintenant de l'argent. Il dit non, mais tu n'es pas arrivé à la fin du contrat, tu as résilié. C'est maintenant qu'il découvre maintenant les choses closes. En fait. Bon, naturellement, il va se plaindre. Parce que pour lui, ce que l'assureur a dit au banquier, ce que le banquier lui a dit. Oh, le banquier lui est souscrit à plusieurs polices d'assurance pour pouvoir avoir plus de commissions. Donc, c'est un peu ça aussi. Pour dire que dans la chaîne, il y en a qui ne sont pas sincères avec les clients. Donc, moi, je pense que souvent, peut-être qu'il faut faire des émissions où on explique, à la télé même, les produits d'assurance, assurance maladie, voilà ce que c'est. Il y a des gens, par exemple, ils sont assurés maladie. L'assureur lui dit quoi? Il faut t'assurer, tu assures madame avec les enfants, tout ça. Le jour où quelqu'un est malade et que tu n'as pas d'argent, l'assureur va le soigner. Tu comprends, non? Donc lui, il souscrit, il cotise. Quelqu'un est malade, il va vers l'assureur. L'assureur dit non, va soigner, tu payes, et puis tu nous envoies les pièces d'identité pour qu'on te rembourse. Mais lui, il n'avait pas compris ça comme ça. Tu vois, non? Quand lui, il s'est dit, bon, ici, tranquille, même si ça se passe que je n'ai pas d'argent, l'assureur me donne l'argent. Mais il faut lui expliquer, non. S'il y a quelqu'un qui est malade, tu soignes, tu viens à la pièce, on te rembourse. Mais on dit non, l'assurance va soigner. Tu vois, non, donc souvent, c'est un problème de communication. Et quand la communication n'est pas là, ça crée un problème de confiance. Quand tu n'as pas confiance à quelqu'un, mais il va te dire la vérité, tu ne vas pas croire. Hein, c'est bon? Donc j'espère que vous serez une nouvelle génération d'assureurs. Hein? Hein? Donc en fait, il y a des gens qui pensent que quand tu mens, tu vends, mais tu ne vends pas longtemps. Oui. Parce que les gens qui ne sont pas satisfaits parlent. Et quand ils parlent, tout à l'heure on va te dire une bonne chose. Tu ne vas pas arrêter longtemps. Mais quand c'est mauvais, ça reste. Donc dès qu'on dit assurance, quand tu as assurance, il faut aller faire assurance. Au fait là, il ne va pas te dire on m'a dit. Il va te dire, moi j'avais souscrit à une assurance. Voilà. C'est même pas lui. Et comme il n'a pas vécu, il ne sait pas. Et il veut te démontrer que c'est mauvais. Il va mentir pour ajouter. Voilà. Toi-même là, comment il va t'effrayer pour ne même pas que tu t'apportes l'assurance, c'est ce qu'il va faire. Donc, il faut expliquer. Moi, je me dis qu'en tant qu'assureur, il faut inspirer la confiance de ces assureurs, au fait. C'est comme le médecin. Quand tu n'as pas confiance à un médecin, ça m'étonnerait que tu parles le voir pour un diagnostic. Et quand vous allez à l'hôpital, regardez. Observez quand vous allez à l'hôpital. Il y a plusieurs médecins. Mais quand vous écoutez, les malades me demandent non, je vais aller chez l'autre. C'est un peu comme à Nokwa Village, il y avait un médecin là-bas. On l'appelait Makaïla. Parce que souvent il était en pédiatrie, souvent il était en médecine générale chez les grands. Mais souvent, même le jour où il est en pédiatrie, il y a des gens qui disent non, c'est le docteur Makaïla, il veut le voir. Parce que quand tu viens, il cause avec toi, il te pose des questions, et puis il t'explique. C'est-à-dire que tu comprends ta maladie, tu comprends la solution qu'il te propose. Et puis souvent aussi, moi par exemple, quand j'ai commencé à le voir, moi j'étais étudiant, souvent même il y a des analystes qui me fait des demandes, tu fais quoi? Quand je suis étudiant, il dit bon ça là c'est un peu trop cher, mais fais ça d'abord. Tu vois un peu? Donc, grand haut, enfant, tout le monde est docteur Makaïla, tout le monde veut aller là-bas.
Bon, peut-être qu'il n'était pas forcément le meilleur médecin, mais parce que c'était créé entre les malades et lui une relation de confiance. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Au début, quand tu arrives à bâtir une confiance, tu vas voir que les gens, c'est à toi-même qui vont se référer quand ils ont un problème. Et c'est à toi maintenant de leur proposer une solution. Mais quand tu mens à quelqu'un et qu'il a acheté, tu penses que tu pourras mentir encore? Ou bien, lui, il est bête. Comme on dit, premier KO n'est pas KO. Le père dit, laisse. Il pense m'avoir eu, non? Il t'attend. Il t'attend. La prochaine fois, vous allez gérer cette affaire. Et toi seulement, là, c'est fini. Il va dénigrer ton produit auprès de tous ceux qui connaissent. C'est l'entreprise, hein. C'est la projet qu'il faut payer. Il faut payer. Quand il dit non, tu m'as dit, il faut payer. Tu n'as pas dit quand on te parle, ne goûte pas. Il faut payer. Donc quand il dit ça une fois, deux fois, c'est que ça devient sérieux. Ils vont peut-être payer le produit, hein. Un produit de ce type, mais pas le vôtre. Vous allez payer à une personne qui inspire confiance. Vous avez vu, on a vu qu'il y a la prospection, c'est ça. Je cherche des nouveaux clients. Il y a la vente, les gens vendent le produit. Et il y a la fidélisation. Mais si quelqu'un n'a pas confiance en toi, comment tu peux le fidéliser? Le fidéliser, ça veut dire quoi? Quand il veut ce produit, c'est vers toi il vient. Quand quelqu'un lui demande, c'est ton produit qu'il lui recommande. Toi, tu dois vouloir recommander. Mais celui qui lui demande, c'est parce que la personne est proche de lui. Mais toi, tu dois vouloir conseiller un produit que toi tu n'aimes pas à un de tes proches. Hein? Donc, il ne faut pas mentir quand on voit. Mais on peut flatter. Flatter, c'est pas mentir. Ouais, flatter, c'est mentir. C'est même un groupe là. Non, c'est pas le même groupe. Hein. Ça dit flatter. Hein? Comme flatter quelqu'un, c'est parler bien de lui pour l'amener à agir. Hein? Tu arrives par exemple, hein, une secrétaire est là. Tu veux voir son patron, elle, voir son patron, c'est compliqué. Chaque fois, elle fait obstacle. Tu arrives, madame, vraiment, vous avez un joli bureau. Hein, vraiment, vous êtes bien habillé. C'est la flatterie. Hein, tu comprends un peu? Donc, tu flattes comme ça pour l'amener à avoir de l'estime en soi. Merci, madame. Elle va se dire quoi? Ah, bon, voilà quelqu'un qui connaît ma valeur. Donc, en retour, elle va te récompenser. Et permettant d'avoir accès au patron. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ça. C'est différent. Or, le mensonge, c'est dire ce qui n'est pas. Parce qu'elle est venue, elle s'est bien habillée, mais dis à quelqu'un qui est bien habillé, tu n'as pas monté. C'est pas la personne estime que c'est bien qu'elle a porté. C'est bon? Donc, on avait vu la découverte, avec les outils de découverte, son cas, les techniques, on a vu le conseil, tout ça, on avait vu la séance passée. Donc, c'est un rappel pour pouvoir mieux apprécier